Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo de la série de cross-compilation pour le Raspberry Pi, on va parler des processus temps réel avec l'interface POSIX. Donc en fait ça va aller assez vite et on va surtout voir comment compiler et lancer les programmes en super utilisateur sur le Raspberry Pi, sur la machine cible donc, parce que ça sera nécessaire pour nos processus temps réel. On va repartir tout de suite avec Eclipse et notre projet qui s'appelait Mon Cross Programme, ici qu'on a créé donc dans la dernière vidéo, avec le contenu de la fonction main qui a été vidé, juste un cout pour dire que ce qu'on va faire c'est tester l'augmentation de la priorité des processus. Alors quand vous reprenez votre station de développement, c'est toujours bien de vérifier si votre Raspberry Pi est toujours connecté, bien sur le réseau, est bien branché, actif, etc. Et donc on va aller se reconnecter en SSH sur un terminal séparé, du coup pas dans Eclipse. On va aller se reconnecter pour vérifier que le Raspberry Pi soit bon, que son adresse IP n'ait pas changé, ça peut arriver sur un réseau dans un laboratoire par exemple avec pas mal de machines. Ok, donc c'est bien notre Raspberry Pi avec le noyau Linux toujours patché PreemptRT, donc c'est bien lui. Et d'ailleurs je vous rappelle ou je vous dis que vous pouvez utiliser la commande uname_r pour avoir des infos sur le noyau Linux de la machine sur laquelle vous êtes connecté. Donc ça peut servir si vous avez pas mal de Raspberry Pi connectés en même temps chez vous ou au laboratoire. Donc là c'est bon, on va repartir dans Eclipse. Et ce qu'on peut faire, puisque le Raspberry Pi a l'air connecté, c'est lancer donc le cross-programme en remote. Donc on va juste le lancer, ce qui va le recompiler, l'envoyer sur la machine cible. Et donc là on voit que c'est bon, le programme s'est bien exécuté sur le Raspberry Pi. On va donc faire notre premier programme temps réel. La première chose, ça va être, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des appels à l'ordonnanceur Linux, au scheduler en anglais. La première chose, ça va être d'utiliser un autre header. Je vous avais dit que IOStream déclare les fonctions standards du C, et en fait, ce qu'on va utiliser, c'est pas si c'est standard, mais c'est pas si utilisé, donc c'est contenu dans un header différent qui s'appelle unistd. Ici .h, donc il faut commencer par faire set include là. Et ce qu'on va faire aussi, c'est pas obligatoire, ça dépend du Linux cible, ça dépend de la version de la libc du Linux cible. Ce qu'on va faire, c'est dans les propriétés du projet, c'est ajouter un link à une bibliothèque qui s'appelle librt pour real time. Alors on va aller dans C++ build ici, dans les settings, et ensuite dans le linker, on va aller ajouter une librairie pour le debug et pour le release. On va aller ajouter une librairie qui s'appelle RT, donc qui était déjà écrite ici. Là. On va aller linker du coup en dynamique la lib RT. Donc je répète, c'est pas obligatoire, ça dépend de la version de libc. Parfois c'est inclus dans libc. Dans le doute, faites-le. Ok. Alors, ce qu'on peut faire aussi dans le doute, c'est ça coûte pas cher, c'est vérifier que ça compile bien. C'est une bonne habitude, à chaque fois qu'on a modifié des options du projet, là ça compile bien et donc on va pouvoir augmenter la priorité de notre processus. Alors le processus dont on va augmenter la priorité, c'est le processus associé à cette fonction main. Du coup là pour l'instant, on va pas créer de thread, on va pas faire grand chose, on va juste augmenter la priorité du processus qui est en train d'être exécuté. La première chose pour ça, c'est de déclarer des paramètres de scheduler. Et donc, pour ça, la première chose à faire, alors là j'ai utilisé l'autocomplétion en fait, c'est de taper le nom de la structure, le type de la structure plutôt, et on est obligé de remettre struct devant parce que c'est du vieux C à l'ancienne. Et donc notre structure de type struct schedparam, on va l'appeler par exemple params. Ok, donc ça ce sera nos paramètres de scheduler qu'on veut modifier. Ces paramètres-là, cette structure-là, en fait, on voit qu'elle ne contient sur la cible, c'est-à-dire le Linux temps réel, elle contient un seul paramètre, du coup, c'est la priorité du scheduler, la priorité du processus tel qu'enregistré au niveau du scheduler, donc de l'ordonnanceur Linux. On va par exemple mettre 90, ce qui n'est pas la priorité max de 99, mais on va déjà voir ce que ça donne. Et ensuite, pour mettre vraiment cette priorité, on va appeler une fonction de POSIX qui commence par sched pour scheduler, donc ordonnanceur. Ensuite, on va appeler la fonction qui s'appelle setScheduler.
ce qui est sous-entendu derrière, c'est que on va fixer l'ordonnancement pour le processus dont on va donner du coup en premier argument le PID. Alors pour le PID, c'est assez simple, on appelle juste la fonction getPID qui en fait est déclarée dans le unistd.h. Donc ça c'est pour getPID. Ensuite ce qu'il nous faut c'est une policy, donc c'est-à-dire une politique d'ordonnancement. Et nous ce qu'on veut, on en a parlé en cours, c'est sked quelque chose. Et là vous voyez il y a pas mal de choses. Ce qu'on va utiliser, c'est sked FIFO ici. Sked FIFO, ça veut dire, donc FIFO, c'est pour first in, first out. Ça veut dire que le premier processus de la plus haute priorité qui va demander à être exécuté, eh bien, sera exécuté en premier et aura terminé en premier. First in, dans la file d'attente, si vous voulez, first out. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit envoyer, comme vous le voyez ici, un pointeur sur des paramètres de scheduler. Donc, puisque nos paramètres ils sont déclarés en variable locale de main, on va envoyer l'adresse de notre variable locale. Ok, donc ça c'est bon pour le scheduler. Ensuite, on va quand même vérifier, et ça faites-le tout le temps, on va vérifier le changement de priorité. Pour ça, eh bien, on va faire un sked get param. Donc, on va appeler le scheduler Linux et on va aller chercher des paramètres. Donc là, vous voyez la fonction avec son prototype. D'abord, il faut indiquer le PID du processus dont on veut les infos. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'on renvoie une structure sked_param, du coup, dans laquelle, en fait, cette fonction-là, sked_get_param, va aller écrire les paramètres d'ordonnancement. Et donc pour ça, en fait, on va renvoyer notre structure params. On peut renvoyer la même puisqu'elle a déjà servi ici, elle a déjà rempli sa fonction, donc plutôt que d'en redéclarer une deuxième, on peut la réutiliser ici. On va la réutiliser donc, et puis on va afficher du coup directement, non pas toute la structure, mais on va aller afficher la priorité de notre processus. Et on va voir tout de suite que ça ne fonctionne pas, pour expliquer ensuite pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc là, on a bien notre programme qui a été lancé, mais la priorité, c'est 0. Donc c'est un petit peu décevant quand même parce que c'est pas tout à fait ce qu'on avait demandé juste ici. Le problème ici, c'est que, comme on l'a expliqué en cours, sur Linux temps réel, un processus de priorité temps réel, il est presque plus important que les interruptions. Alors, il n'aura pas une priorité plus forte que les interruptions du matériel, parce que c'est les interruptions. La priorité des interruptions n'est pas comparable à celle d'un processus temps réel de l'OS. Par contre, on a vu que le traitement des interruptions, il était différé, il était délégué dans ce qu'on a appelé des bottom halves. Et donc ça veut dire qu'un processus temps réel, il est plus important que le traitement des interruptions du matériel. Et donc potentiellement, un processus temps réel peut causer des dégâts au système, ou en tout cas peut entraîner des défaillances pour le système d'exploitation en entier. Et donc, en Linux, dès qu'on a un risque pour le système en entier, on doit passer en mode super utilisateur, c'est-à-dire en root. Et c'est donc ce qu'on va faire tout de suite. Mais pour exécuter en tout cas ce programme-là en tant que super utilisateur, il va falloir se connecter en SSH sur la machine cible en super utilisateur. Et en fait, la connexion en route via SSH sur la machine cible, c'est le contenu central de cette vidéo. La première chose, pour pouvoir se connecter en SSH du coup en route sur la machine cible, eh bien, c'est d'activer cette connexion-là. Et pour ça, il faut aller modifier les paramètres de SSHD, donc SSH daemon, c'est-à-dire le serveur SSH sur la machine cible. Alors pour ça, on va aller éditer un fichier en super utilisateur, et ce fichier-là, il est dans etc qui contient, donc c'est un dossier qui contient pas mal de choses, dont des configurations. etc SSH, et ensuite on va aller dans SSHD config, et là normalement l'autocomplétion fonctionne. Ouais, ok. Alors ce fichier-là, en fait, c'est pas le fichier d'origine. Si vous êtes en train d'utiliser l'image OS que j'ai compilée pour vous, c'est pas le fichier d'origine. J'ai déjà fait des modifications dedans. Et par exemple, normalement, ce que vous avez déjà dans ce fichier, c'est cette ligne-ci, permit root login, qui est à yes.
Alors ça, on peut considérer que c'est une faille de sécurité parce que normalement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, se connecter en route à une machine et surtout avec un simple mot de passe. Et on en reparlera dans la vidéo numéro 5. Parce que la sécurité, c'est pas quelque chose en 2020, même pour des électroniciens, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser de côté. Pour l'instant, on va le faire. Le but, c'est d'apprendre à faire du temps réel. Mais on en reparlera de cette connexion en route en super utilisateur. On en reparlera dans la dernière vidéo. Ok, donc là, on a autorisé le login en tant que super utilisateur via SSH. On quitte le fichier, on l'enregistre. Mais alors, c'est pas tout, parce que au niveau de la machine ici, il faut relancer le serveur SSH pour qu'il prenne en compte vos modifications. Et donc pour ça, on va faire un sudo system control. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger SSHD, donc le daemon SSH, qui en fait est le serveur SSH sur la machine cible. Et puis, avant de vérifier que ça fonctionne dans Eclipse, ce qu'on peut faire, c'est se déconnecter de notre session SSH. Et puis d'abord, vérifier que ça marchait bien avec l'utilisateur Pi. Quand on a modifié la SSH, c'est toujours bien de vérifier que ça marche toujours. Il faut quand même faire attention avec ce genre de manip. Ok, donc ça c'est bon. CTRL D, on se déconnecte. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus se connecter depuis notre machine de développement en tant que Pi. On va essayer de se connecter en tant que root directement. Et là, il faut un mot de passe. J'en ai pas parlé. Alors, pour configurer le mot de passe, en fait, il est déjà configuré ici sur ma machine, mais c'est quand même important de le configurer. Pour ça, vous vous mettez en tant qu'utilisateur Pi. Et ce que vous devez faire comme commande, c'est sudo password root. Et là, vous avez un invite de commande, du coup, enfin un prompt, qui vous demande de taper votre nouveau mot de passe. Alors moi, je vais remettre Izib, bêtement, parce que c'est une machine sur mon réseau local et que c'est pour la vidéo, mais vous, évidemment, mettez un mot de passe et préférentiellement un autre mot de passe que celui de votre utilisateur. Ok, donc là, notre mot de passe est mis à jour. On va donc se déconnecter de notre session SSH et on va en créer une nouvelle en tant que root. Et donc là, le mot de passe, c'est celui que vous venez de configurer. Et vous voyez qu'on est sur notre machine, donc qui s'appelle Realtime AirPi par défaut. Je vous rappelle, vous pouviez changer le nom de la machine, hein, son nom réseau en tout cas. Et on est bien connecté en tant que super utilisateur. Alors, c'est assez rare qu'on ait besoin de faire ça. Il y a moyen en général de se débrouiller autrement. Mais pour nous ici, ce sera beaucoup plus facile de faire du cross-développement en se connectant directement en route sur la machine cible. Alors, on déconnecte ici. On va revenir en utilisateur classique. C'est toujours plus sûr quand on a quand on veut être connecté sur une machine d'avoir une connexion comme un utilisateur classique. Donc ici, juste Pi. Et on va aller maintenant modifier les paramètres de notre connexion SSH dans Eclipse et dans notre projet. Et on va aller changer la configuration de lancement ici. Alors en fait, on va même en créer une nouvelle connexion. Donc on est toujours dans notre application remote ici. On va aller créer une nouvelle configuration, une nouvelle connexion plutôt. Donc toujours SSH. On va l'appeler Remote AirPi Root. Donc l'autre, c'est toujours l'adresse IP de votre machine. Donc ça dépend de où est-ce que vous êtes. Ok, root. Et on va s'authentifier par mot de passe avec le mot de passe donc, que vous venez de créer pour l'utilisateur root. Ok, il faut la sélectionner ici. On va vérifier que c'est bon. Ouais. On applique, on lance pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Ce qu'on a vu donc dans cette vidéo qui était assez courte, c'était quelques appels POSIX à l'ordonnanceur, donc au scheduler de Linux. On a vu qu'il fallait inclure le header unistud.h et on a aussi vu qu'il fallait mieux lier la librairie RT quand on utilise les fonctions du scheduler. Ce qui est quelque chose de finalement pas commun quand on fait de la programmation en général. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une priorité de temps réel, donc on a changé l'ordre de lancement d'un processus pour le transformer en FIFO. Et en plus, on lui a mis une priorité de 90. On peut aller encore au-dessus. Mais en tout cas, dès qu'on est à des priorités au-dessus de 50, c'est des très hautes priorités pour notre système Linux temps réel. Et en fait, pour ce qui concerne le cross-développement, on a vu que dès qu'on fait du temps réel, il faut avoir un accès root, un accès super utilisateur, à notre machine cible.
Et pour ça, on a créé un truc un petit peu bizarre, enfin en tout cas que normalement on ne fait pas. On a créé une possibilité de connexion SSH directe avec mot de passe sur notre machine cible. Et donc, je vous rappelle, j'insiste à nouveau sur le fait que ça, c'est vraiment pas terrible, surtout si vous avez un mot de passe qui est petit, et on en reparlera de manière beaucoup plus détaillée dans la vidéo numéro 5, et surtout on donnera des solutions pour assurer la sécurité de votre système de développement et de votre machine cible. Pour la suite, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour avoir des notifications de sortie des prochaines vidéos, notamment des vidéos qui ne seront pas dans cette série de 5 vidéos, pour, par exemple, parler des threads POSIX temps réel avec pthread, parce que c'est pas quelque chose qu'on a évoqué ici et qui n'est pas directement lié à la cross-compilation. Donc ce sera dans une autre série de vidéos qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.